What's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, et un autre épisode de Yellow Sea Podcast. Le prochain sujet, on va parler de droit et de technologie. J'ai la chance de vous présenter ici la plateforme Néo-Légal et j'ai le CEO, cofondateur, Philippe Hazeltine. Comment ça va? Super bien, toi? Ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. C'est un plaisir, fait qu'on a eu le temps de se réchauffer, même en backstage, fait qu'en ce moment, je pense que ça va être très fluide, la conversation. Mais comme je te dis, je suis content que tu viennes de faire cette discussion-là au moment où est-ce qu'on est rendu. Je pense qu'il y a un timing pour tout. Ça fait longtemps que j'observe Néo-Légal, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est une plateforme vraiment sur les droits, puis que je vais te laisser plus le pitch, sinon l'en parler, avant que je dise n'importe quoi. Mais comme je t'avais mentionné, moi, la première fois que j'ai entendu parler de vous, dans le fond, tu étais compétiteur à un de mes clients en marketing. Fait que je faisais de la publicité pour une firme qui faisait l'incorporation en ligne. Puis à chaque fois que je faisais de la pub, je voyais tout le temps Néo-Légal. C'est tout le temps genre soit un, deux. Entre les trois top positions sur Google, vous étiez toujours là. Puis je suis comme, c'est fatigant. Oui, quand on a starté Néo-Légal, en fait, on a vraiment investi massivement dans la publicité. Puis la stratégie a toujours été, puis même là encore aujourd'hui, le lead gen, à travers Google Ads notamment. Là, mais c'était vraiment... c'est pour ça que tu nous avais vu. Comme promis, on a toujours... Puis même encore aujourd'hui, c'est le cas. Là. Non, c'est ça. Tu n'avais pas lâché le bâton. Puis je voyais... Je pouvais percevoir que vous aviez un budget beaucoup plus élevé de ce qu'on avait. On avait quand même quelque chose de relax. Je pense que c'était genre 3000, mais encore là, tout le temps, c'est très compétitif à ce niveau-là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, genre, faire de la pub, Google Ads, au niveau légal aussi, ton coût par clic, là, il n'est pas donné non plus. Là. Ouais, il est assez élevé. Puis aussi, au début, on était impliqué, moi puis mon cofondateur, en fait, dans la publicité. On n'avait personne en marketing. J'avais peu ou pas d'expérience en marketing du tout. Fait qu'on a commencé vraiment au début, créer dans Google Ads, rentrer là-dedans, créer les landing pages, puis tout ça. Là, fait que c'était quand même un univers que je ne connaissais pas. Évidemment, tout le monde navigue sur le web, tape dans Google des choses, voit dans les moteurs de recherche des résultats, mais à ce moment-là, je n'avais aucune espèce d'idée comment ça fonctionnait, puis comment le trafic était, disons, dirigé par Google, notamment, ou les autres. Mais c'était vraiment un univers à apprendre, là, dans le fond. Puis surtout, dans mon cas, regarde, mon mot-clé, c'était que je travaillais beaucoup, c'était incorporation. Ça finissait là. Ouais. Il y avait juste 3 termes là. Mais vous, ça devait être genre vaste. Surtout si c'était beginner, tu dois target tellement de choses. Nous, on avait segmenté quand même dans certains domaines de droit. Au début, disons, droit civil, droit incorporation, droit des affaires. Donc, on avait, disons, un spectre un peu moins large que ce qu'on a aujourd'hui, dans le fond. Mais effectivement, là, juste de comprendre, de miser sur un mot-clé, ça veut dire quoi? Un ad group, une pub, campagne, etc. Toute la nomenclature, la façon dont Google fonctionne, c'était vraiment comme un univers inconnu pour moi. Puis en même temps, quand tu es entrepreneur, dans le fond, puis dans ta business, il faut que tu quand même sois capable de te mettre les deux mains dedans. Là. Tu ne peux pas confier des choses qui sont core à ta business à l'externe, en tout cas plus difficilement. Surtout quand tu commences, dans le fond, que tu l'apprennes, tu comprennes, tu te fasses une tête un peu là-dessus. Puis comprendre comment l'utilisateur fonctionne aussi, parce que pourquoi que la personne elle a cliqué sur le terme avocat ou incorporation, en fait, puis qu'est-ce qu'elle a fait comme chemin pour se rendre finalement à faire son incorporation avec toi, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a écrit, comment tu as parlé, puis etc. Fait que toute une connaissance de ton persona qui est ton client, finalement, ultimement. Ça, c'est tough au début parce que tu as une idée dans ta tête. Tu dis, moi, je suis avocat, dans le fond, je vais te présenter, je vais te faire une incorporation. Fait que c'est simple dans ton esprit. Mais le client, lui, il ne cherche pas une incorporation. Là. Lui, il veut starter sa business, dans le fond. Fait qu'il ne commencera pas par un mot-clé « je veux m'incorporer », dans le fond. Fait que comment tu amènes la personne à vouloir s'incorporer avec des mots-clés un peu différents. Puis c'est ce qu'on avait fait, entre autres, la cour des petites créances. Dans le fond, tout le monde connaît un peu ce terme-là, petites créances, poursuivre, etc. Mais si j'avais écrit « faire une mise en demeure », le monde sont comme « mise en demeure », c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, tu sais. Alors que petite créance, le terme de recherche, puis ça, c'était un mot-clé qui était peu utilisé à l'époque. Fait qu'il coûtait moins cher, en fait. Donc, ça nous a permis d'avoir du lead gen d'une façon un peu détournée. Mais ça, pour comprendre ça, il faut que tu sois les deux mains dedans. Effectivement, c'est bien dit. C'est drôle parce que, comme tu dis, tu avais les deux mains dans la machine, mais tu es un gars de droit. Maintenant, qui rentre dans du marketing, ça doit être quand même exceptionnel parce que moi, tous les avocats que je connais,
ils savent rien au marketing. Ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est ce qui a toujours fait une de mes forces, le développement des affaires. Même quand je pratiquais comme avocat dans des bureaux d'avocats, j'étais vraiment comme le premier, mettons, en développement des affaires, développer la business. J'ai starté des business quand j'avais 16-17 ans. Fait que ça a toujours été dans moi, dans le fond. Là. Je suis allé en droit un peu pas nécessairement par erreur. Mes parents, c'est des professionnels, dans le fond. Fait que de leur côté, c'était comme moi, j'appelle ça un peu le rêve universitaire à l'époque, de te dire, va à l'université, puis tu es sûr d'avoir comme un emploi, en tout cas, tout le moins stable, puis tu as une base. C'était quand même pas une mauvaise idée au départ, mais moi, j'ai toujours voulu avoir une entreprise. Là. Je me réveillais la nuit, je faisais des plans d'affaires. Dans le fond, j'avais 16, 17, 18 ans. Je voulais acheter la crèmerie du coin. C'était vraiment comme tout le temps dans moi. Mes grands-parents avaient chacun un dépanneur. Puis ça a toujours été vraiment dans mon ADN, là, dans le fond. Fait que ça, puis je pense que c'est une des choses qui est importante, là, comme quand tu veux devenir entrepreneur. Je ne veux pas dire qu'il faut que ça remonte quand tu es né. Là. Mais tu le bâtis, puis il faut que ça vienne là, de toi. Là, ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que les grands-parents, c'était eux l'esprit entrepreneurial, mais les parents, c'est les professionnels. Puis toi, tu es juste comme mix au milieu. C'est quoi que tu as étudié? Quel droit précisément tu as fait? Moi, j'ai fait en fait une spécialisation en fiscalité. Fait que je fais une maîtrise en fiscale à l'Université de Sherbrooke. Je fais mon droit à Sherbrooke. Au complet, dans le fond, mais ça fait que j'ai fait une spécialité. Fait que c'est le droit des affaires, droit fiscal. Mais droit fiscal, c'est plus précis. Tu fais un barreau? Oui, je fais mon barreau, évidemment. Puis, combien de temps t'as duré là avant de dire comme je veux peut-être me lancer? Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai bien fait 5 ans d'université, là, mettons. Puis après ça, j'ai travaillé 5-6 ans dans un cabinet d'avocat. C'est là où est née l'idée, dans un certain sens, que là, j'étais prête à me lancer en affaires. Puis les 5 années qui ont suivi, je suis allé en affaires avec un de mes clients de l'époque, dans le fond. Fait que j'ai touché à plein de choses, là, de l'immobilier commercial, de l'achat-vente d'entreprises. J'ai analysé 200-300 entreprises, des états financiers, des modèles d'affaires. Parce que je pense que d'un côté d'entrepreneur, il faut que, sans être touche à tout, mais il faut quand même que tu aies une compréhension, notamment financière, marketing, développement des affaires. Il y a beaucoup de sphères dans l'entrepreneuriat. Fait que je pense que j'ai bâti, en fait, cette connaissance-là à travers ça. Puis après ça, j'ai lancé Néolégal. Donc, c'était vraiment un parcours, pas nécessairement atypique, parce que ça a commencé comme avocat, dans le fond, comme dans un bureau, dans un grand bureau à Montréal, etc. Là, mais à la fin, après ça, ça t'amène, disons que mon angle a toujours été vers l'entrepreneuriat, puis ça m'a ramené là. Quand on parle de droit et de fin, le seul que vous devrez penser, c'est Salvatore. C'est la pizza qui ne va pas briser votre budget, justement, comme notre client ici, Néolégal. Et c'est pour ça, si vous utilisez le code promo YSP, vous allez recevoir 10% de rabais sur votre prochaine commande. Et devinez quoi? Quand vous encouragez Salvatore, vous encouragez Yellow Sea Podcast à continuer à avoir des discussions fortes et pertinentes comme celle-là qu'on a ici. Donc, retournons à notre épisode. Et qu'est-ce qui t'a poussé t'en aller vers la technologie? Parce que, mettons, tu aurais pu partir ton cabinet, mettre ton branding, mais tu es vraiment allé en tech. Oui, la tech, en fait, je pense que au moment où on a lancé Néolégal il y a 8 ans, c'était le bon moment parce que, le droit, c'est quand même un domaine qui existe depuis comme toujours, qui est assez enraciné dans des principes, dans le fond, puis dans des façons de faire, qui est encarcané dans un moule. Ouais. C'était le moment de briser ce moule-là, dans le fond. Fait que j'ai vraiment vu l'opportunité parce que, des fois, il ne faut pas que tu sois trop en avance. Il ne faut pas que tu sois trop en retard non plus. Fait que c'est là où, comme, quand tu te lances en affaires, je trouve qu'il y a comme un moment ou un timing. Puis il faut que tu sois capable de dire, OK, c'est le bon timing. Mais il faut que ce soit un bon timing pour toi. C'est un bon timing de marché. Fait qu'il y a quand même pas mal de planètes qu'il faut qu'ils soient alignés. Fait que c'est là où je me suis dit, moi, au même titre que quand j'ai commencé à pratiquer, je ne serais pas allé chez un compétiteur en disant je vais aller chez tel bureau d'avocat, je vais faire 10 000 de plus, etc. T'sais. Si j'étais bien où est-ce que j'étais, c'était pas de changer ça. Fait que j'aurais pas parti mon propre cabinet d'avocat, mettons, c'était pas ça mon objectif. Parce que c'est pas scalable. Dans le fond, moi, dans un cabinet d'avocat, tu vends tes heures. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté, dans le fond, ce bureau d'avocat-là. J'allais super bien. J'aurais pu être nommé partner l'année suivante. Moi, mon idée, c'était qu'à 55, 60 ans, ou peu importe l'âge, je ne voulais pas vendre mes heures. Parce que mes heures, tu as une limite. À un moment donné, le client ne paiera pas 50 000 $ de l'heure, mettons, pour faire quelque chose. Alors que quand tu es en affaires avec de la technologie, la technologie, ça roule la fin de semaine, ça roule les soirs, ça roule la nuit, ça roule tout le temps. T'sais. Tu peux multiplier ton temps. J'ai toujours été un multiplicateur de choses plus qu'un diviseur ou un additionneur, dans le fond. Fait que moi, j'aime multiplier le temps.
Fait que c'était ça à la base. Fait que c'est pour ça la technologie, en fait. Puis là, OK, là, tu es entré en tech. Est-ce que ton cofondateur, c'est un gars le de tech. CTO? Là? C'est obligatoirement. Tu sais, en fait, se lancer en affaires, puis que tu penses, surtout aujourd'hui, si tu te lances une compagnie de tech, puis tu dis, je vais prendre une firme externe, ils vont me conseiller, puis dans le fond, ils vont bâtir quelque chose. Ça ferait pas je suggère à personne, honnêtement. Mais de l'autre côté, je pense que ça, c'est un des piliers importants. Quand tu te lances en affaires, c'est d'avoir des personnes qui cofondent l'entreprise avec toi, qui ont le skin in the game. Tu sais, pour moi, c'était obligatoire de mettre un montant d'argent qui était significatif pour l'autre personne. Fait que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des grosses sommes, mais l'important, c'est que tout le monde est all-in, dans le fond. Fait que parce qu'il va y avoir des difficultés, quand les difficultés arrivent puis tout le monde est all-in, ben, tu ne prends pas les mêmes décisions puis tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus vite en faisant ça. Puis évidemment, la tech, ça aurait été impossible sans Sid, là, dans le fond, qui est le cofondateur, là, Sid Benachnou. Ça aurait été vraiment comme une impossibilité, je pense, de créer l'entreprise si lui n'avait pas été là. Puis je suis pas mal sûr que si c'était assis ici aujourd'hui, il dirait la même chose de moi parce qu'on a combiné nos forces pour être capable de pousser la machine le plus loin possible. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Je te rejoins avec une anecdote, tout ce que tu viens de dire. J'ai lancé ma première business à 23 ans. En fond, j'étais un partenaire dans une start-up. C'était une application qu'on voulait monter pour offrir un service de fidélisation aux PME. On était peut-être 7 personnes dans le groupe, qui est quand même beaucoup de monde, pour lancer ça. Parmi les 7 personnes, il y avait 0 tech. Je pense que tu avais genre un rêveur, tu avais genre 4 vendeurs, moi qui étais vendeur marketing, puis tu avais quelqu'un qui traînait là. Puis là, le rêveur qui était le PDG, bien lui, il avait délégué ça à une firme externe. Un an plus tard, on a flambé 123 000 $, puis on n'avait rien. Exact. Non, c'est sûr que c'est exactement ce comme. Fait que je l'ai vécu. Quand il a fallu avoir quelqu'un là, qui serait dans le bureau en train de coder là, puis faire tout ce côté-là parce que comme ça marchait pas. Personne n'avait de la vision. Fait qu'on vendait quelque chose qu'on ne savait même pas là, qu'est-ce qu'on vendait. Non, puis tu sais, le know-how, en fait, en l'interne dans une entreprise, puis quand ta business, c'est core, la technologie ou que ce soit autre chose, dans le fond, mais d'avoir toutes ces connaissances-là en interne, ça te propulse parce que c'est évidemment, c'est ça la valeur de ton organisation, de ton branding, de ton nom, puis du volume que tu peux avoir. Fait que c'est ça qui est vendable. T'sais, en fait, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as imbriqué dans ton entreprise qui a une valeur, dans le fond? Fait que je pense que c'est hyper important quand tu cofondes une entreprise. Mais c'est un réflexe normal. En fait, c'est pour ça que des cabinets d'avocats, quand ils se mettent, sont tous des avocats ensemble, dans le fond. Fait qu'ils startent leur cabinet parce qu'ils sont tous avocats. Mais à la fin de la journée, je pense que pour lancer une entreprise, tu n'as pas le choix d'avoir des expertises différentes. Puis c'est bien tant mieux parce que tu n'as pas envie d'aller dire à l'autre quoi faire dans son expertise, en fait, parce que tu lui fais confiance. C'est lui l'expert dans son domaine. Tu vas pouvoir l'aider dans ton esprit à toi. T'sais. Donc, OK. C'est quoi la vision initiale de Néolégal? Parce qu'aujourd'hui, ben, dans le fond, tu veux simplifier le droit. Est-ce que c'était la même vision au début? Est-ce que ça a changé entre-temps? C'est la même vision au début. Sinon, on a toujours voulu automatiser l'exécution du service juridique parce qu'on le sait, évidemment, le droit, c'est un service, en fait. Là, donc, il y a des honoraires, c'est payé à l'heure la plupart du temps. Donc, mais c'était vraiment, moi, ce que je me suis dit à la base, c'est que comme quand j'ai pratiqué comme avocat, il y a beaucoup de tâches qui étaient répétitives, beaucoup de choses que tu faisais finalement qui avaient déjà été faites soit par quelqu'un d'autre ou soit que toi-même tu l'avais déjà fait, puis qui n'avaient pas tant de valeur ajoutée pour le client en soi. Dans le fond, ce qui a de la valeur, c'est ton conseil, mettons, potentiellement, ou ce que tu vas générer. Fait qu'à la fin, c'était vraiment de créer de la technologie qui allait automatiser de A à Z l'exécution du service juridique. Puis que maintenant, ça devienne un produit, une commodité dans un sens. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, bien, on bâtit un produit, donc on prend l'exemple d'une mise en demeure, c'est plus un service, mais bien un produit qui est basé sur la technologie, qui finalement, à un moment donné, il y a un être humain qui risque d'être impliqué. Évidemment, il y a un client, mais de l'autre côté, il y a une personne qui est un avocat ou une personne qui gravite dans le monde juridique. Mais le core, c'était vraiment l'automatisation puis la création d'une plateforme qui permettrait de faire ça. Et quand tu as commencé à présenter ça à d'autres avocats, des cabinets, je peux imaginer peut-être le barreau, avais-tu reçu de la résistance des gens? Étais-tu ouvert comme, genre de pouvoir déléguer justement une portion de la tâche répétitive qui est genre, c'est long, on le fait tout le temps? Tu as tout le temps, moi,
tout le temps deux camps, moi, je trouve, là, dans cette histoire-là, en fait. Fait qu'il y a ceux qui sont vraiment ouverts, qui sont comme « wow, c'est vraiment top, on est vraiment content ». Tu accompagnes, mettons, des clients, puis même, que ce soit le barreau ou d'autres organismes, tu accompagnes des personnes qui, des fois, ont des besoins juridiques, mais qui ne feraient peut-être pas affaire avec un avocat. Donc, ça donne un accès à la justice aussi d'un côté. On a des clients qui sont millionnaires d'un côté, puis il y en a d'autres qui ont moins de moyens financiers. Mais vraiment, on accompagne ces gens-là dans un accès à la justice, finalement, donc de proximité. Mais de l'autre côté, c'est sûr qu'il y a tout le temps des détracteurs dans n'importe quelle entreprise. Ceux qui se sentent menacés, des personnes qui pensent que finalement, c'est impossible. Parce que si tu as un avocat demain matin, puis même encore aujourd'hui, puis tu dis hey, mon dossier, ça va prendre combien de temps, ça va me coûter combien, c'est quoi les étapes? Mais il va dire ça va dépendre. Explique-moi c'est quoi ton dossier, puis après ça, je vais essayer de regarder ça, je vais t'envoyer une facture, puis on va checker. T'sais. Mais c'est difficile à paramétrer pour un avocat traditionnel de se dire faire une mise en demeure pour vice caché, ça a 5 étapes. Ça va coûter 50$ par étape. Tu vas l'avoir vendredi, puis lundi, tu vas avoir ton chèque de l'autre partie. T'sais. Fait que je pense que c'est ça qui est difficile dans les circonstances. Prenons une petite pause. Parlons de middleman. Middleman, c'est justement qui vous avez besoin si vous recherchez à avoir la première impression qui capture l'attention dès le début. Que ce soit dans un contexte légal, que ce soit dans votre première date, que ce soit en affaires, peu importe l'occasion, allez chez Middleman au 8815 Avenue du Parc et vous allez voir justement comment vous allez vous démarquer. La première impression, moi, je peux vous dire de mon expérience personnelle, elle est très importante. Donc, dès que vous encouragez Middleman, vous encouragez Yellow Sea Podcast à continuer à fleurir. Donc, retournons à notre épisode avec Philippe. Let's go! Puis, OK, intéressant. Puis, tu sais, admettons, dans ton modèle aussi de vouloir abolir le taux horaire, parce que ça, c'est vraiment... Puis, j'ai entendu beaucoup d'avocats essayer de sortir un nouveau modèle. J'en ai vu des avocats que je pourrais dire plus Gen Z, où est-ce que c'est plus forfaitaire. Puis, dans ton cas, ta plateforme, c'est justement comme, regarde, comme tu dis, c'est parce que c'est difficile, des fois. Tu sais, la crainte que je peux voir, même pour moi, c'est OK, il faut que j'aille voir un avocat, OK, combien ça va me coûter? C'est le taux horaire, on dirait que c'est tout le temps imprévisible, tout le temps quelque chose d'extra, mais dans ton cas, tu t'es dit OK, mais on va mettre peut-être quelque chose de plus fixe, plus facile à. Exact. Il y a tout le temps une notion de juste prix puis de risque que tu es prêt à prendre. Parce que les avocats ne prennent aucun risque avec leurs clients dans un certain sens. Ils chargent à l'heure. Ils chargent à l'heure, dans le fond, fait qu'à la fin, c'est beaucoup plus. En tout cas, beaucoup moins risqué, je pense. Mais d'un autre côté, d'un coup que tu as un contrôle, je ne veux pas dire absolu, mais un très fort contrôle sur tes processus. Après ça, de t'engager envers un client et de dire, regarde, ça va te coûter 300$ ou 2000$, bien, tu le sais, toi, c'est quoi les étapes. Puis tu le sais, c'est quoi ta moyenne d'étapes dans un dossier. Puis c'est toujours une règle du pouce de 80-20. Si dans 80% de tes dossiers, tu as raison, puis il y a un 20% où tu as eu, entre guillemets, tort, mais finalement, sur la masse, ça fait du sens. T'sais. Fait que c'est une question d'entreprise, dans le fond, puis de risque d'affaires, dans le fond. Fait que c'est vraiment une entreprise, de l'autre côté. Fait que je pense que c'est d'un coup que tu as le contrôle sur tes process, tu as la technologie en arrière qui te fait gagner beaucoup de temps. Là, tu es capable de t'engager envers un client et de dire, regarde, ça va être 2000$ ou 500$ ou 200$. C'est beaucoup plus... Ta vision est beaucoup plus claire, mettons, rendue là. Puis pour le client, c'est beaucoup plus facile aussi. Bien, justement, tu t'enlèves déjà genre ce stress-là. Puis comme tu le disais, je pense que sachant que 80%, j'ai comme tout le temps raison là, mais tu peux mettre l'énergie justement sur le 20% où est-ce que c'est là que peut-être ça va demander beaucoup plus de matière grise à travailler, puis au moins le reste peut être délégué. Qui sont comme ça, une mise en demeure, en moyenne, ça coûte combien? Chez No Legal, c'est à peu près 200-250$ environ. Okay. C'est à peu près... Ce qui n'est pas très cher, mettons. C'est sûr que c'est un montant quand même pour la plupart des gens qui peut être important. Mais c'est pas très cher si on compare, mettons, que le taux horaire moyen au Québec d'un avocat, c'est alentour de 200$. T'sais. Fait que rendu là, ça donne une perspective qui dit, bien finalement, ma mise en demeure que je serais peut-être pas capable de rédiger moi-même, je vais avoir un accompagnement d'un professionnel. Finalement, au même titre que moi, je ne change pas mes pneus de voiture, là, dans le fond. Fait que je pense que ça donne cet accompagnement-là, finalement. Puis quand tu as lancé ça, t'as-tu déjà un modèle d'affaires qui était clair? Ou tu t'es dit, OK, je vais aller cette direction-là, puis peut-être faire des itérations au fur et à mesure? Bien, on ne peut pas dire que c'était tout à fait clair. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir une plateforme technologique qui était en mesure d'accompagner différents types de personas dans les besoins juridiques. C'était ça un peu la base. Puis après coup, bien évidemment, on a fait plusieurs évolutions, mettons, là-dedans. Au départ, on avait des avocats, disons, qui étaient en interne chez No Legal. Maintenant, c'est plus des avocats qui sont collaborateurs, qui sont externes à No Legal.
dans le fond, qui utilisent notre technologie, qui utilisent, dans le fond, toute la puissance de ce qu'on peut leur apporter. Puis finalement, ça fait en sorte qu'on a une bien meilleure capacité, finalement aussi, puis on peut accompagner des personnes partout. On a des gens maintenant en Ontario, on va avoir des personnes en Colombie-Britannique. Donc, on est capable d'accompagner des gens partout au Canada, puis voire même ailleurs dans le monde. Donc, ça nous donne une capacité, finalement, là, d'accompagner le plus de gens possible. Donc, c'est ça l'objectif. Puis, admettons, tu parles d'aller voir ailleurs dans le monde. Admettons, la friction derrière ça, c'est juste adapter, admettons, le droit de cette région-là par rapport à, puis l'adapter à ta plateforme, là, qui ferait peut-être la limitation. Oui, mais comme tu vois, mettons, au Canada, on a la chance d'avoir 2 systèmes, je vais dire, juridiques. Là. Dans le fond, au Québec, notamment le droit civil. Dans le reste du Canada, c'est la common law, dans le fond. Mais partout dans le monde, c'est ces 2 types de droits-là qui sont là, déclinés de différentes façons. Mais ça reste que la base est la même, dans le fond. Là, comme si on parle de la France, d'Angleterre, etc. Donc, tous les gros pays dans le monde. Puis de l'autre côté, nous, avec l'IA maintenant, on est quand même capable, donc exemple, une mise en demeure en Angleterre, bien, je serais capable de prendre un modèle là-bas, de le mettre dans l'IA, dans le fond, puis être capable de générer des modèles de manière automatisée dans notre plateforme. Donc, la capacité d'intelligence artificielle aujourd'hui décloisonne de manière significative, là, si tu veux, les juridictions. Puis nous, on a déjà toute la base, l'infrastructure technologique, mettons des étapes. Moi, j'appellerais ça un suivi en Angleterre, je vais appeler la même affaire au Québec. Fait que toute la façon dont la plateforme a été réfléchie est agnostique en termes de juridiction. Fait que ça facilite vraiment, je pense, la rentrée, si tu veux, dans d'autres provinces ou ailleurs. Ben, c'est ça que je trouve assez intéressant, quand on s'est parlé initialement, que la beauté des choses qu'en ce moment on est en train de rentrer dans cette transition-là d'intelligence artificielle. Puis dans ton cas, tu as déjà une infrastructure, fait que c'est comme juste connecter un plugin, puis là, tu peux comme sortir quelque chose de nouveau. Contrairement, je vois des nouvelles plateformes, justement, en AI qui sont en train de sortir ce côté légal-là, mais tu sais, comme il faut que tu commences from scratch. Oui, puis comment tu le mets en production, comment tu fais en sorte que ça fonctionne, puis tout ça. Fait que ça, c'est quand même très difficile d'un côté de trouver un modèle que tu es capable de mettre en production puis qui a une valeur ajoutée. Donc, tu es capable vraiment de l'utiliser. Pour être capable de le mettre dans une boîte, il faut que tu aies des connaissances, non seulement de ton domaine, donc il faut que tu sois expert, mais de l'autre côté, il faut que tu aies des connaissances technologiques importantes. Fait que c'est vraiment une combinaison des 2 qui te permettent de mettre les choses en production là, en termes d'intelligence artificielle. Admettons, depuis, en ce moment, c'est rendu très buzzword et tout, mais à quel moment, dans les 8 dernières années, que tu as commencé à voir cette opportunité de AI s'intégrer à une plateforme comme la tienne? Bien, nous, en fait, ça fait à peu près... Évidemment, on le suit depuis que ChatGPT est sorti, puis même avant. Dans le fond, avant, c'était comme impossible. Là, on avait fait des tests avec l'IA, puis ça donnait des résultats vraiment ultra médiocres, puis c'était hyper compliqué. Fait que ça relevait plus vraiment de la recherche, là, dans le fond, avec quelqu'un qui a un sarreau. Là. Mais de l'autre côté, dans le fond, quand ChatGPT est sorti, on a fait des tests, mettons, à ce moment-là. C'était quand même bien ce que ça sortait, mais c'était vraiment dans toutes les directions, puis la capacité de calcul n'était pas là. Je te dirais que c'est vraiment dans le dernier 12 mois, 18 mois, où l'intelligence artificielle a vraiment pris une tournure, pour nous, à tout le moins, de choses qu'on pouvait mettre en production, qu'on pouvait mettre dans notre plateforme. Ça donnait des résultats importants, des gains de temps significatifs. Puis je te dirais que dans le dernier trimestre, c'est incroyable, vraiment. Tu sais, les choses qu'on est capable de sortir dans le domaine juridique au Québec, mettons, puis ailleurs dans le Canada, c'est assez fascinant, mettons, ce qu'on est capable de générer avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ce serait, mettons, c'est-tu OpenAI que vous utilisez, genre faire... Il y a plusieurs modèles, dans le fond, notamment OpenAI, dans le fond, puis ça dépend pourquoi, parce qu'évidemment, tu as différents modèles, tu as Claude, Gemini, etc. Mais il y a certains modèles qui sont bons pour certaines choses, en fait. Fait que, comme nous, dans le domaine légal, il y a beaucoup de documents. Fait que quand on parle de documents, on parle d'OCR. Fait que quand on parle d'OCR, évidemment, c'est Gemini qui est dans les meilleurs. Okay. Puis comme c'est sûr, quand on parle de conversation, quand on parle de résumé, quand on parle de trucs, c'est surtout OpenAI qui est très bas, qui est très fort. Donc, tu sais, plus je le simplifie, là, évidemment. Évidemment, ils sont forts dans plusieurs autres choses, mais fait que nous, on est obligés. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir la connaissance en interne pour que quand tu as besoin de quelque chose, si tu veux plugger un cerveau ou une autre, il faut que tu sois capable de le faire au moment opportun. T'sais, en fait, c'est pas de se plugger juste sur un. C'est ça qui est aussi difficile parce qu'il faut que tu aies une connaissance assez profonde de ce que tu fais et de ce que les autres font pour être capable de mettre des trucs qui ont une valeur ajoutée en production. Là. Mais chez vous, admettons, dès que tu commençais à voir le AI rentrer
As-tu genre peut-être une ouverture d'un nouveau poste à intégrer genre à l'entreprise? Parce que j'ai besoin de quelqu'un là, qui peut le maîtriser, qui le comprend beaucoup mieux que moi. Là. Bien, en fait, ce qu'on a fait, puis on a fait la même chose dans tous les secteurs d'activité de l'organisation. Okay? On a toujours voulu tout faire en interne, sur le marketing, les affaires, les TI. Fait que ce qu'on a fait en interne, c'est que moi, j'ai demandé, on a une équipe technologique, j'ai demandé qu'au CTO, puis on a conversé ensemble, on s'est dit, tout le monde doit se former en IA. Aujourd'hui, si tu ne peux pas être développeur, tu ne peux pas faire du code si tu n'es pas un spécialiste en intelligence artificielle. C'est comme impossible. Fait que c'était une condition obligatoire. Fait que nous, on s'est mis, en fait, finalement, on est suivi par AWS, par Google Cloud, etc. Donc, on a vraiment des bons, je pense, partenaires qui peuvent nous aider là-dedans. Puis évidemment, il y a plein de formations sur le web, mais fait qu'on s'est instruit, quasiment comme sur des bancs d'école, sur comment ça fonctionne. Puis, je pense que c'était hyper important parce qu'encore là, il y a beaucoup de charlatanisme là-dedans, là, dans un certain sens. Fait que tu t'en vas, j'affiche un poste d'expert en IA, puis la personne, oui, je suis un expert, puis j'arrive de Google, toute la patente, mais finalement, pas tant expert que ça, puis il ne connaît pas ton domaine de droit, dans le fond, puis il ne connaît pas ce que tu fais, il ne connaît pas ta plateforme. Fait qu'il y a beaucoup de learning curve, alors que nous, c'est up and running. La learning curve était sur l'IA, mais c'est tellement nouveau qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend assez rapidement là-dedans. Fait que ça, c'était hyper important. Fait que de créer une expertise en interne qui était obligatoire, dans le fond. Fait que si tu as quelqu'un qui est chez nous, qui travaille comme développeur technologique, est obligatoirement en AI. Sinon, ça ne marche pas. Yeah. Mais ça, c'est mon opinion. Mais non, je suis 100% d'accord. Puis, regarde, l'affaire, c'est que tu as dit des bonnes choses en ce moment, puis je veux pas diverger de cette direction-là, mais je suis curieux sur quelque chose. Tu as mentionné AWS. Oui. C'est-tu les clouds que vous utilisez? On utilise 2, Google Cloud et AWS. OK. On utilise les 2. Là, il y a eu un crash AWS qui a eu lieu dernièrement. On a eu beaucoup de plaisir. mais en fait, on n'a pas été touché. Ça a tombé down lundi passé. Puis moi, je l'ai vu comme à 5 h du matin. Là, je me réveille, j'avais ça comme email. Là, dans le fond, email, bref, dans les médias. Mais nous, on n'a pas tombé down. On est tombé down un peu au courant de la semaine. C'est comme s'il avait payé sur une espèce de Python reset sur toute l'infrastructure mondiale. Puis à des moments dans le temps, on dirait que ça touchait comme certaines entreprises. Mais on était prêts. Dans le fond, on l'avait vu. Dans le fond, quand on a vu lundi et qu'on n'avait pas été touché, bien là, on le suivait de beaucoup plus proche. Mais ça nous a causé un peu d'enjeu, mais pas tant. Ça t'a-tu stressé quand tu as vu la nouvelle? Là, t'es comme, ou écoute, en affaires, là, chaque matin, quand tu te lèves, il y a tout le temps des bébelles. Fait à la fin, oui, c'est sûr que en fait, moi, ce que je transforme souvent, qu'on pourrait appeler du stress, je m'en préoccupe. En fait, donc, je m'en occupe. Fait que c'est hyper important que quand il se passe quelque chose qui est comme shit, je ne m'attendais pas à ça, puis ça ne me tentait pas pantoute le lundi matin quand je me suis levé. Là. Moi, j'avais déjà une journée de prévue. Mais je m'en suis occupé. Tout de suite, j'ai écrit au CTO, on a conversé tout de suite, on a regardé qu'est-ce qu'on allait faire, on a suivi toutes les choses dans le détecteur, etc. Donc, on s'en est occupé, on a avisé tout le monde dans l'entreprise, faites attention si vous voyez quelque chose. Fait que après ça, d'un coup que tu as fait ce que tu pouvais faire, je ne peux pas appeler Jeff Bezos et dire là, dude, on remet ça à on, là, il va faire comme garde, tu es le dernier de nos soucis, là, on va mettre Instagram avant toi. Là, fait que comme à la fin, tu mets au maximum de ce que tu peux faire, puis après ça, tu subis, puis après ça, tu changes. Puis moi, cette nouvelle-là m'a été adressée parce que j'ai un de mes clients, justement, que c'est du cloud qu'ils font, puis ils m'envoient ça, je suis comme, OK, ben il faut en parler, il faut mettre ça de l'avant. Puis drôlement, je pose la question par curiosité, voir est-ce que tu vois vraiment, parce que même le plus que je pose dans ce sujet-là, mettons le cloud, tu vois-tu, genre peut-être, je ne veux pas dire un danger, mais une réflexion à prendre sur où est-ce que tu vas même storer ton data, si on voit peut-être à large, où est-ce que ça c'est un data qui est justement sur une infrastructure hyper solide, mais on vient de voir qu'il est capable de tomber. Te vois-tu, genre, dans un scénario comme ça, avoir même un backup que ce soit plus proche de toi, ou est-ce que tu vas pouvoir même éviter, genre, que ça arrive puis te réveiller comme, OK, on a un backup plan. On sait déjà qu'on ne va pas tomber dans le piège. Écoute, je me suis posé la question parce qu'on a eu un autre enjeu au mois d'août, en fait, avec un autre de nos fournisseurs américains de landing page qui s'appelle Webflow.
Puis là, ça nous a vraiment fait mal, par exemple. Puis dans le fond, pendant 48-72 heures, on n'avait plus nos leads, dans le fond. Donc, on pouvait plus, il ne se passait plus rien au niveau des ventes. Puis évidemment, les coûts Google sont maintenus, voire nous coûtent plus cher parce que Google te pénalise quand les pages, là, bref, on rentre dans le technique. Mais de l'autre côté, fait que ça, quand c'est arrivé, mais en même temps, il y a tellement de dépendance dans un sens à ces joueurs-là que même si tu te mets une redondance, il y a des choses qui vont pas, c'est pas un plug and play non plus. Ouais. Fait que, puis, tu sais, mettons que les probabilités qu'Amazon tombe down en même temps que Google, mais que, tu sais, mettons qu'Amazon tombe down pendant une très longue période, est quand même faible. Puis c'est beaucoup plus faible que si tu avais ton serveur dans ton bureau, tu sais. Puis même, tu sais, c'est sûr que je pourrais m'acheter un serveur, le mettre au bureau, mettons, puis stocker du data là-dedans. Mais écoute, on a tellement dans notre infrastructure de calls sur les serveurs, ça nous prendrait une pas pire infrastructure, la maintenir, puis il y a quand même pas mal de... Ça dépenser à ça. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu payes le cloud pour pas que ça fail. Puis là, de l'autre côté, tu as une autre infrastructure en backup. Mais là, tu ne l'allumes pas pendant 2-3 ans. Puis là, tout d'un coup, tu l'allumes, là, elle ne marche pas, tu ne l'as pas huilé. C'est comme si ton char, tu dis, moi, j'ai acheté 2 chars pour être sûr que, dans le fond, finalement, s'il y en a un qui tombe dans une journée, ben j'ai mon deuxième char. Mais là, si tu n'as jamais parti à la batterie, il ne partira pas ton deuxième char quand le premier va arrêter. Fait que c'est toute cette logique-là. Mais bref, mais tu as raison. En fait, c'est un gros enjeu. Mais la solution est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Là, mais moi, vraiment que tu évolues dans la technologie, tu comprends ces affaires-là. Puis c'est comme... Et dans ce même contexte-là, admettons, est-ce qu'il y a quelque chose ou qu'est-ce qui te garde debout la nuit? Cash flow. Ouais. Comme tout le monde. Là. Comme tout le monde. Mais tu sais, comme je pense que, en fait, comme CEO, tu as tout le temps tu es le gardien de la vision de l'organisation. Okay? Puis tu sais, il faut que tu sois tout le temps à l'avant-garde de ce qui s'en vient dans ton domaine, dans ta business. Fait que je pense que ça, c'est vraiment le cœur qui est le plus important parce que c'est facile de dévier de ta vision. Puis il faut que tu sois assez confortable dans ce que tu partages puis ce que tu proposes parce que si tu veux engager les gens dans une direction, il faut que tu sois pertinent dans ce que tu dis. Dans le fond, au-delà de dire, ben là, pointe-toi lundi, on va faire telle affaire, tout ça, tu sais. Pour que les gens viennent dans ton organisation puis se disent, OK, oui, ou des clients, ou peu importe, des partenaires d'affaires, tu sais, puis ça. Fait que c'est très difficile de maintenir ce cap-là. Pas dire que ça laisse nécessairement réveiller la nuit, mais je pense à ça constamment. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout le temps. Peu importe je suis où. Fait que ça, c'est hyper important parce que dans ta vision, c'est ce qui fait en sorte que tu vas avoir du succès, dans le fond. C'est ça qui te propulse. Dans le fond, c'est là où je pense que c'est la clé pour que ta business aille le plus loin possible. En tout cas, ça devienne inévitable. Honnêtement, cash flow, je pense que, quand j'ai commencé la business, je me souviens qu'on en parlait beaucoup, j'avais des mentors, souvent avec des clients, mais je pense qu'une des grandes notions, c'est cash flow. Tout le monde parle de cash flow. Puis, le moment que j'ai appris vraiment l'importance de cash flow, c'est justement quand tu vois ton cash flow, il n'est pas là. C'est là que je suis comme, ah oui! C'est ça qu'on voulait dire. Pourquoi ça fait mal? Parce que c'est vrai, comme une fois que ça commence à aller mal de ce côté-là, tout commence à stresser. Là, parce... Écoute, l'aspect financier d'une entreprise, au-delà de la comptabilité, mais il faut que tu aies une maîtrise assez forte parce que, mettons, dépenser en business, c'est super facile. On te louer des bureaux à 25 000 par mois, tu as acheté du mobilier, de la balance, je faisais ça all-in. Là. Mais après ça, de générer un revenu avec ça, puis après ça, de le rendre un revenu rentable, puis rentable suffisamment pour que tu aies une pérennité dans ton organisation. C'est pour ça que 99% des business meurent après 5 ans parce que ces étapes-là, plus tu avances, plus c'est compliqué. Fait que, c'est là où, justement, Puis, souvent, j'entends des entrepreneurs dire « Ah oui, mais là, j'ai donné ça à mon comptable. Ah, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi, je check mes chiffres à chaque année. » Dans le fond, je regarde plus ou moins. Puis là, je suis comme surpris que j'ai perdu comme 15% cette année. Là, dans le fond, je comprends pas. Là, pourtant, ça allait bien. Tout le monde était occupé. Puis tout ça, t'sais. Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment comme moi, je me suis mes chiffres. Peut-être pas à la journée, là, mais comme à la semaine, tout le monde les suit. Au mois, on pitonne la patente pour être sûr que, je dis pitonner, mais beaucoup de choses automatisées, mais fait que c'est hyper important de suivre ça à la lettre. Tes KPIs, on en parlait tantôt d'une entreprise qui fait ça, puis je pense que c'est hyper important
suivre tes KPIs financiers, mais aussi tes marges brutes, tes marges nettes, tout ton bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu vas voir un emprunteur, tu dis, ah oui, la banque va me prêter zéro stress, c'est une banque traditionnelle. T'sais. Mais dans ton bilan, tu as déjà une dette, fait que ton ratio de couverture de dette. Dans le fond, il y a plein de choses que tu vas souvent avoir suffisamment de cash pour être capable de me repayer. La banque, c'est ça qu'elle veut savoir. Elle est bien prête à te le donner. Mais c'est là où. Puis ça, c'est des notions que, quand tu commences en affaires, ils sont pas, ouais. Tu sais, mettons, moi, mon premier prêt, c'est une carte de crédit, mettons, personnelle, puis j'ai acheté une maison, puis là, tu dis, ben oui, puis ils prennent la maison, puis là, tu fais des paiements par mois, puis la patente. Puis là, quand tu rentres dans le VC, quand tu rentres, mettons, dans des prêts structurés un peu plus à risque, BDC, par exemple, une banque traditionnelle, c'est une autre game, là, dans le fond. Fait qu'il faut que tu sois capable de bien comprendre à qui tu parles, puis comment leur parler. OK. Fait que, quand tu as commencé, est-ce que tu as bootstrap ou tu es allé avec du financement dès le début? C'est une bonne question. En fait, dans les débuts, on a bootstrappé. On a mis chacun, je pense, 5 000 $, dans le fond, là, pour commencer l'entreprise, ce qui n'était pas beaucoup. On se versait 0 salaire pendant un an et demi. Puis, dans le fond, assez rapidement, dans le fond, on a créé l'entreprise en mai 2017. Puis, en mai 2018, on a eu des investisseurs, dans le fond, donc, à peu près un an après. Puis, entre-temps, dans le fond, on a bootstrappé l'entreprise. Avec, mettons, une petite marge de crédit, carte de crédit, ce genre de choses-là. Puis après qu'on a eu des investisseurs. Est-ce que c'était du seed money là, au début? Oui, en fait, c'était des anges investisseurs d'Ange Québec. Donc, c'était vraiment, on peut appeler ça du pre-seed, là, dans le fond, avec les termes, là, dans le fond de VC. Mais c'était quasiment la jonction entre, c'était pas du love money, parce que quand même des investisseurs structurés, là, dans le fond, mais quand même. Est-ce que c'était tough pour vous d'aller chercher genre l'investissement ou... Eux autres, ils ont vu déjà la vision, puis là, c'est comme, est-ce que tu es le bon dirigeant, justement, pour pouvoir le faire grossir? Oui. C'est sûr que des levées de force tout le temps, je te dirais, assez difficile. Mais tu sais, si je regarde, mettons, la première levée de fonds, elle n'a pas été si difficile que ça après coup, là, si je le regarde d'un œil d'aujourd'hui, mettons. Je pense que c'est vraiment les manières subséquentes, parce que, tu sais, comme au début, mettons, tu proposes quelque chose, mon projet d'affaires, c'est ça, les projections, c'est ça, puis la patente, puis là, tu es un peu new dans la patente. Fait que là, les investisseurs, ils vont te croire ou pas te croire, puis dans le fond, ils vont investir là-dedans. T'sais. Mais si un an après, tu leur redemandes, puis finalement, le plan de match, qui est dans toutes les entreprises, le plan de match n'a jamais été ce qui était à la base, dans le fond. Là, tu leur en redemandes parce que tu dis oui, mais là, finalement, on a bifurqué, mais là, ça nous en reprend d'autres pour aller dans telle direction. Ça, c'est tough, parce que là, tu as comme une prise au bâton. Là. Fait que là, si tu veux continuer dans ta vision, il faut que tu sois assez solide pour venir leur dire voici, puis qu'après ça, tu es capable de leur démontrer les milestones que tu as faites, qui vont te dire OK, ouais, finalement, il a raison cette fois-ci. Puis ça s'effrite avec le temps, ça. Fait que je pense que c'est assez difficile de faire des levées de capitaux puis de passer à la prochaine étape. Parce qu'évidemment, plus ton entreprise grossit, plus les montants grossissent, plus ce n'est pas les mêmes joueurs qui font ces genres de rondes de financement-là, donc c'est assez difficile. Qu'est-ce qu'il a fallu que toi tu fasses ou que tu changes de ton comportement ou selon même ta personnalité pour garder la pérennité de je veux continuer à grossir, je veux continuer à avancer, mais aussi je sais que je vais avoir besoin d'un certain partenaire financier, tu sais, comme un investisseur. Mais comme tu dis, genre, c'est facile, là, genre, être distrait, là, comme, mais si on fait, genre, cette bébelle-là de plus, là, comme, est-ce que ça va vraiment amener, tu sais, toi, il a fallu sûrement que tu changes certaines choses de ta façon de voir les choses. Y en a-tu un qui te vient en tête particulièrement? Oui, bien, tu sais, en fait, je pense que, la portion de tout faire toute seule, tu sais, parce que, tu sais, quand tu lances une entreprise, au début, on était seuls, on était 2, après ça 3, après ça 5. Puis on fait beaucoup de choses seuls, dans le fond, à la fin de la journée. Fait que je pense que la portion que j'ai beaucoup changé ou évolué avec le temps, c'est oui, la vision, mettons, mais le reste, on le fait ensemble. Puis tu sais, le travail d'équipe, c'est un terme, là, tout le monde le dit, là, travailler en équipe, puis etc. Puis tout ça, mais à un moment donné, oui, tu es le gardien de la vision. Oui, tu peux dire, regarde, on va s'enligner vers ça dans quelque chose. Puis des fois, ça peut être très bas dans une prise de décision parce que tu as l'impression que c'est nécessaire. Mais de le faire ensemble, en fait. Fait que c'est la même chose avec des investisseurs, des conseils d'administration. Tu sais, dans les premiers conseils d'administration, parce que nous, dès qu'on a eu des investisseurs, on a eu un conseil d'administration. Moi, j'étais d'accord avec ça. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais dès les premiers conseils d'administration, j'étais comme fâché quasiment à la fin en disant ils n'ont rien compris, ils remettent notre modèle d'affaires encore en question. Mais là, on vient de le commencer. On ne peut pas le remettre en question tout de suite. Il faudrait comme le laisser aller.
Puis à chaque fois, je trouvais des meilleures idées grâce à cette remise en question-là. Fait que, tu sais, mais ça vient quand même te chercher, là, ça te met quand même en maudit là, pendant comme une couple de jours. Puis tu es quasiment comme, non, je vais continuer. Mais quand tu es à l'écoute, finalement, quand tu as une ouverture, même si à première abord, ça n'a pas de l'air, là, parce que, tu sais, il faut que tu sois quand même solide dans ta vision. Mais je pense que ça fait en sorte que tu t'en vas dans la bonne direction. Puis c'est ça la force d'avoir des bonnes personnes qui t'entourent, finalement, d'un travail d'équipe, peu importe comment on l'appelle. C'est vrai que des investisseurs, c'est vrai que des membres d'un conseil d'administration. Autant que ça te challenge, mais autant que ça t'amène bien plus loin, bien plus vite. Là. Quelle a été ta courbe de croissance la plus grosse, puis celle-là qui t'a fait sentir le mieux, genre, ou est-ce que tu étais content comme, ouais, on s'en va quelque part? C'est vraiment une bonne question, en fait. Puis je te dirais que c'est plus une croissance de gestionnaire, mettons, dans un sens. Puis c'est arrivé en pandémie, parce que quand la pandémie est arrivée, nous, évidemment, on avait un domaine de droit comme le droit pénal. Fait qu'il n'y a plus de voitures qui roulent, plus de tickets à contester, donc plus de chiffre d'affaires. Oh. Puis, tu sais, on était en train de lever un financement à ce moment-là. Puis, puis évidemment, tout le monde remote. Puis, on était peut-être 18-20 employés à ce moment-là. Puis, c'est vraiment comment tu abordes ça. Parce que, tu sais, en affaires, comme on disait de cash flow tantôt, tu es à 2-3 semaines de fermer. Là. Dans le fond, c'est à peu près tout le temps comme ça. Fait que tu es tout le temps on the edge. Fait que quand la pandémie elle arrive puis tu perds 30 % de ton chiffre d'affaires d'une claque, ou presque, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis là, je me suis regardé, j'étais au chalet, dans le fond, puis je regardais dehors, puis je me suis dit, tu as deux choix. Tu fermes la business maintenant, dans le fond, c'est fini, là, tout tombe, ou tu engages les gens dans une direction. Puis là, on a fait des rencontres, fallait comme orienter la patente, qu'est-ce qu'on allait faire, puis là, le gouvernement n'avait pas encore donné des trucs, des financements, rien. Fait qu'il fallait que ça l'avance, là. Fait que, tu sais, ça a été, ce que j'ai modifié, c'est comment engager les gens dans une direction, plutôt que de leur dire la direction. Puis ça, tu sais, comme pour moi, ça a été un game changer parce que je l'ai comme réalisé. Parce que tu sais, tu peux facilement me dire, ouais, travail d'équipe, on engage les gens dans une direction, il faut que tu sois inspirant, puis tout ça. Mais tu ne peux jamais te qualifier de quelqu'un d'inspirant, c'est impossible. T'sais, en fait, c'est les gens qui vont dire que tu les amènes dans une direction, puis que tu les engages dans une direction. Puis ça a été un moment marquant pour moi. Puis on a fait aussi une formation par après, quelques mois plus tard, sur du leadership, dans le fond organisationnel. Puis toute l'équipe de direction à ce moment-là a fait cette formation-là. Puis ça a été vraiment pour moi un game changer. Dans ton cas, étais-tu genre un leader incarné ou c'est devenu après? T'sais, comment tu vois Je pense que c'est devenu... Je pense que tu peux pas te qualifier de leader, c'est les autres qui vont le dire. C'est c'est tes actions qui vont parler. Puis je me qualifiais pas vraiment de leader avant. T'sais, avant cette période-là, pour moi, j'étais comme je dirigeais, oui, l'entreprise, dans le fond. Mais ça a changé complètement ma perception sur comment amener dans telle direction l'entreprise, en fait. T'as-tu eu le syndrome de l'imposteur dans tout ça? Non, j'ai jamais eu ça m'est jamais arrivé d'avoir le syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai toujours trouvé que, dans le fond, j'étais à la bonne place au bon moment, à ma manière, dans le fond, puis ça ne veut pas dire que c'était tout le temps la bonne chose à faire. Par contre, dans le fait, moi, je me suis toujours dit, si j'ai le sentiment que je ne suis pas la bonne personne pour diriger l'organisation, quel que soit mon rôle, je vais m'en aller. Tu étais prêt vraiment à déléguer? Je suis prêt à m'en aller, en fait. Moi, j'ai toujours dit, dans le fond, puis je le dis au board, je le dis aux actionnaires, je le dis, mettons, n'importe qui, cofondateur, si j'ai le sentiment que je ne suis plus la bonne personne pour faire la bonne chose, c'est sûr que je ne serai plus là. Tu questionné à un moment donné, genre... Oui, parce que, tu sais, dans le fond, quand tu amènes une entreprise, mettons, on a à peu près 7 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui, mettons, on pense faire près de 12 millions l'année prochaine. Fait que tu pars de zéro, il y avait $0 quand on a commencé, tu sais. Fait que tu amènes une entreprise, puis c'est quoi ma limite, moi, dans le fond? Ma limite est-tu en termes de nombre d'employés que je suis capable de gérer dans un certain sens? Est-ce que ma limite est juridictionnelle? Ça me tente-tu, moi, d'aller en France, m'établir là-bas pendant 6 mois pour lancer une division de l'organisation? C'est quoi ma limite, dans le fond? Puis mon questionnement est toujours là. Je n'ai pas encore trouvé réellement ma limite. Parce que moi, je suis une balance dans la vie. J'aime ça, les affaires quand même assez équilibrées. Fait que, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va travailler 125 heures par semaine. Ça n'arrivera jamais, dans le fond. Oui, je pense à l'entreprise des centaines d'heures, mais travailler vraiment là, du matin au soir, là, au bureau, puis etc., là, sur quelque chose, c'est pas mon genre.
Fait que est-ce que le rôle va demander ça? Parce que si tu regardes, mettons, les présidents de grandes compagnies, mettons, ou même des entreprises qui ont été fondées, puis qui sont dans la tech, tu sais, ces personnes-là, ils travaillent combien d'heures? Dans le fond, sont-ils là 7 jours sur 7, avec des grands enjeux? Puis est-ce que moi, j'ai envie, à ce moment-là, dans le temps, où je vais être rendu à ce moment-là, ça va-tu me tenter de faire ça? Fait que je me pose cette question-là tout le temps. C'est constant, en fait, de me dire, est-ce que je suis la bonne personne pour aller à la prochaine étape de l'organisation? Comment tu te sens faire cette transition-là d'être un entrepreneur, puis après devenir un gestionnaire? Ouais. Est-ce que c'est ça te manque parce que là, à cause des responsabilités qui viennent avec ton rôle, est-ce que tu te sens quand même bien que tu as quand même un rôle d'entrepreneur, puis ta vision, tu peux continuer à genre la pratiquer? Oui, parce que tu as tout le temps une saveur entrepreneuriale. En fait, je me considère quand même comme un entrepreneur à la fin. Mais c'est sûr que quand tu veux diriger des personnes dans un endroit, tu veux les engager dans cette vision-là. Est-ce qu'on appelle ça un gestionnaire ou une personne? Mais comme à la fin, c'est vraiment là où ça fait une différence. Fait que je me considère quand même entrepreneur, dans le fond, à la fin de la journée. Je pense que c'est important de garder cette saveur-là, en fait. Là, parce que, on reste des bébites assez particulières. Là. On a notre personnalité, nos émotions, notre façon de faire les choses, notre direction. Fait que il faut que les gens avec qui travaillent avec toi soient capables d'accepter aussi cette portion-là. Fait que faut que ça soit un win-win pour tout le monde. Dans cette même notion-là, quelque chose que j'ai toujours fait un parallèle, je pense surtout en entrepreneuriat, où est-ce qu'on a comme une fausse croyance en entrepreneuriat que tu as de la liberté, parce que, entre autres, t'en as, mais d'une façon un peu différente. Mais t'as quand même du fun. Tu sais, si tu fais ce que tu fais de bien, tu vas avoir du fun, même si c'est dur, même si tu vas avoir des défis. T'es dans la bonne position, tu vas être passionné, tu vas avoir du fun. Puis je trouve que quelque chose que, dans mon rôle, moi particulièrement, je trouve que j'ai vraiment un mode de vie atypique pour où est-ce que je suis rendu dans tout ce que je suis en train d'accomplir. Mais c'est grâce qu'on a tout comme une flamme à l'intérieur que j'appelle la flamme d'enfant. C'est cette énergie de l'enfant. Exactement. Tu sens-tu que toi, genre, tu t'as encore genre ce petit enfant-là qui te parle comme je veux m'amuser, je veux faire ci, puis tu es dans dans la bonne trajectoire? Oui, parce que, en fait, tu vois, on a lancé un agent IA qui est sur notre site web maintenant, puis qui fait des transactions par lui-même, etc. Puis à la fin de la journée, quand on l'a lancé, je me sentais comme le premier jour de Néolégal. Puis j'ai été impliqué, mettons, dans le processus, dans le développement de cet aspect-là, puis c'était hyper important pour moi. Mais quand même, après 8 ans, on lance quelque chose, puis j'étais comme, OK, puis là, je le suivais, comme je lisais qu'est-ce que les gens disaient, je lisais qu'est-ce qu'ils écrivaient, puis etc. Fait que ça me donne cette portion-là que je pense qui est obligatoire, parce que si tu perds cette flamme-là, puis c'est tout le temps en train de te questionner, il me semble que, je bof, ça me tente moins, puis etc. Puis il y a plein de journées, ça va te tenter moins, c'est sûr. Mais comme à la fin, si tu perds ce désir-là de changer les choses, dans le fond, c'est sûr que ça va être tough. Je reviens à peut-être quelque chose de mentionné, genre durant ce moment-là, la pandémie, où est-ce qu'il a fallu que tu changes un peu la façon que ton équipe voit les choses. Je vais faire peut-être une référence par rapport à, j'ai eu une invitée, c'est rien de privé, mais admettons, Juliette et Chocolat. Ouais. Je pense qu'on l'a tous vu, vraiment le cas où est-ce que pendant la pandémie, 2023, je pense, où est-ce que il a fallu qu'elle ferme, genre, ses magasins. Puis quelque chose qu'elle avait mentionné, c'est que, puis je pense que c'est là que c'était très sage de sa part, c'est que, tu conduis, puis quand tu vois le mur devant toi, genre, si t'es sage comme entrepreneur, t'as juste dit, regarde, avant de frapper, je vais arrêter maintenant avant de frapper le mur. Ouais. Puis ma question derrière ça, c'est, dans ton cas, tu vois le mur, mais t'as continué. Comment tu prends cette décision en toi-même de... je vois le mur, puis je me rapproche du mur, mais de te faire confiance de vraiment que tu vas l'esquiver. Ouais, ben écoute, c'est ça. On a vu le mur assez vite, là, dans un sens, mais je pense que comme on avait des possibilités, parce qu'évidemment, en affaires, il faut que tu sois capable d'identifier des choses que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite. Fait que, comme exemple, la pandémie, quand on a vu le chiffre d'affaires en pénal qui a tombé,
ben là, après ça, on a créé, mettons, un produit testament de l'autre côté. Fait que, tu sais, quand la pandémie est arrivée, tout le monde avait peur de mourir. Fait que, tu sais, le produit testament a gapé, finalement, la perte de revenus. Mais là, je n'avais pas de produit testament quand que c'est arrivé. Dans le fond, c'était dans le pipeline. Ouais. Mais si j'avais pas eu de produit testament, si j'avais pas eu, parce que, tu sais, à un moment donné, comme l'exemple de Juliette et Chocolat, elle n'aurait pas pu faire d'autres choses que ses boutiques de ce qu'elle avait, tu sais. Peut-être que oui, là, mais je ne connais pas son entreprise par cœur. Alors que, mettons, dans notre cas à nous, oui, il y avait un mur qui il arrivait très rapidement, mais j'avais dans notre sac, à surprise, des choses qui nous permettaient de l'éviter. Okay. Si je n'avais pas eu ces choses-là, peut-être que la décision aurait peut-être été différente à ce moment-là, ou si je n'avais pas eu les personnes dans l'entreprise qui étaient avec moi, peut-être que j'aurais pris des choses différentes. Tu sais, quand tu es quand même responsable de 20 personnes, tu sais, qui, eux, ont des enfants peut-être, ont un loyer à payer, ils te regardent et sont comme là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Tout le monde sort vers toi, puis on fait quoi? Tu sais? Le on fait quoi? Tu peux pas faire comme, ben on fait rien. Tu sais, fait que, tu sais, il faut que tu aies quand même la réponse à ça, il faut que tu te prépares à ça aussi. Tu sais, je répétais un peu mon speech devant le miroir là, tu sais, avant de leur parler, là. C'est comme, avant de frapper le mur, tu es comme, qu'est-ce que leur dire, là, dans le fond. Puis, il faut que tu te convainques dans un premier temps, toi. Fait que si je n'avais pas été convaincu de pouvoir éviter le mur, j'aurais arrêté. Dans le fond. Fait qu'il fallait que je sois convaincu, puis je suis quand même difficile à me convaincre. Fait que c'est là où je me suis dit, tu sais, on va être capable. Dans le fond. Puis ça, c'est le cas encore aujourd'hui. Dans le fond, dès que je vois qu'il y a un mur important, à date, je n'ai pas vu de mur aussi imposant, mettons, que la pandémie, puis comme que tout le monde drop et qu'il ne se passe plus rien, évidemment. Mais il faut que tu sois sensible à ça, il faut que tu sois sensible à la réaction des autres bêtes. Mais tu sais, c'est vraiment un... C'est très intuitif, le testament durant la pandémie. Oui, puis on a créé aussi le droit de la famille, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient se divorcer. Mais tu sais, faut que quand tu as une entreprise, il faut que tu aies avec le besoin de tes clients. Ouais. Fait c'est un peu ça. Là, c'est sûr, quand on parle de droit, c'est des enjeux qui sont importants pour les gens. Puis mais il faut que tu sois quand même à l'affût de ces besoins-là. C'est ce qu'on a fait. En fait, on a créé ces 2 domaines de droit-là. Puis quand, dans le fond, tout a réouvert au mois de juin, la pandémie mars-juin, c'est là où, après ça, le chiffre d'affaires a augmenté de 40 % d'avant, dans le fond. Parce que là, on avait créé des nouveaux domaines, on avait du revenu dans d'autres domaines, on avait comblé le gap de perte de revenus. Puis là, dans le fond, quand ça repartit, le pénal a reparti, fait qu'on faisait 130-140 % de chiffre d'affaires des 3 mois d'avant, tu sais. Fait qu'en 3 mois, vous avez genre repris la cadence? Okay. Oui. En fait, mettons, dans cette année-là, on a augmenté, mettons, notre chiffre d'affaires. On a doublé à peu près le chiffre d'affaires. Wow. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Puis c'est là où, justement, il faut que tu t'en préoccupes, dans le fond. Puis c'est là où tu te préoccupes des gens, puis tu te préoccupes de l'organisation, puis comment tu vas la pousser. C'est une belle forme de vision et de leadership. Mais ça a été comme une... En fait, ça m'est comme... apparu, là, c'est pas... mais ça m'a vraiment frappé à ce moment-là. Puis je peux te dire exactement où j'étais, mettons, quand c'est arrivé. Puis c'était juste avant que je commence à parler avec l'équipe de direction pour voir qu'est-ce qu'on allait faire, là, parce que là, évidemment, on est fermé depuis 2 semaines. Il n'y a plus rien. Les ventes diminuent de jour en jour. Qu'est-ce qu'on fait, là, pas d'aide gouvernementale pour l'instant, ce qui était normal. J'allais à l'épicerie, il y avait une file d'attente de 50 personnes, dans le fond. Tu fais rentrer 2 dans l'épicerie. C'était comme un monde complet. Fait que, qu'est-ce que tu fais, dans le fond, à ce moment-là? Qui tu veux être, dans le fond? C'est un peu la question que je me suis posée devant le miroir en disant que j'ai écrit mon speech, je ne fais jamais ça. Là. Écrire mot à mot ce que j'allais dire. Là, je l'ai quasiment lu. Moi, d'habitude, je mets des grandes idées, mettons, puis je vois à la naturelle. J'avais écrit ce que je voulais dire pour que ça soit vraiment précis, clair, pour ramener les gens à une certaine direction. Puis ça a marché. Ah. Mais c'est... Chapeau. Chapeau pour avoir les nerfs d'acier. Oui, puis non, je venais d'avoir un jeune enfant. Là. En plus, ça, je vois. Dans le fond, il venait de naître 3 semaines avant. Là, dans le fond, fait que, comme le jour était... Mais la vie, c'est ça. Là. Dans le fond, il se passe plein d'affaires tout le temps. Puis plus tu vis des affaires, plus il s'en passe. Puis c'est ça d'être entrepreneur, dans le fond, l'aspect de résilience, on en parle beaucoup, là, mettons, tu le vois partout. Mais tu le comprends quand tu as tous ces défis-là. Je pense que c'est hyper important de comment tu vas l'adresser. Wow.
Super intéressant. Question pour la plateforme, c'est quoi la portion des clients qui sont B2C versus B2B? Oui, en fait, maintenant, on a comme à peu près, on a eu 60 000 utilisateurs de la plateforme, là, bon an, mal an depuis les débuts. Actuellement, on a à peu près 10 000 utilisateurs qui sont là de manière active tous les jours. Puis on a différents vecteurs. Là, dans le fond, on a un programme qu'on appelle l'avocat dans la poche, qui est un programme que tu pourras avoir dans une assurance collective. Donc, c'est des personnes, dans le fond, qui sont des utilisateurs de la plateforme, qui ont des produits, etc., là, qui des produits automatisés, ont plein de choses. Puis on a des gens aussi aujourd'hui qui sont ce qu'on appellerait monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, qui peuvent utiliser aussi la plateforme de leur côté. Fait que c'est vraiment comme un accompagnement légal au Canada qui permet finalement d'avoir accès à ces produits-là, dans le fond, pour être capable de régler leurs enjeux juridiques. L'avocat dans la poche, c'est-tu un pré-AI? Parce qu'on dirait que il risque d'évoluer à un personnage. Vraiment. En fait, c'est drôle que tu dises ça, mais oui, c'est ça l'objectif aussi, c'est d'accompagner les gens parce que maintenant, mettons, tu étais samedi soir, 8 heures, puis tu as une question, tu ne sais pas trop, là, ça coule dans ton salon, tu es comme, que je vais faire avec ça, t'sais. Fait qu'à la fin, cet accompagnement-là, tu veux l'avoir là, tu ne veux pas l'avoir mardi après-midi. Fait que c'est vraiment cette idée-là qu'on est capable de pousser, tout en ayant en arrière, si jamais là, que la personne a besoin d'avoir un être humain, quelle qu'elle soit, dans la chaîne de montage ou à un endroit précis, mais il va y en avoir un aussi qui va pouvoir l'accompagner, qui va pouvoir l'aider, répondre à ses questions s'il y a lieu. C'est toujours de ramener le temps humain à le plus proche de zéro possible, dans le fond. Mais ça va être rarement zéro, mais ça peut arriver à zéro. OK, attends. Comment ça marche, mettons, l'avocat dans la poche? C'est-tu un abonnement? C'est-tu par la recherche? Admettons, c'est samedi soir. Je m'en vais dans la lumière verte, je traverse la lumière rouge, je me fais foncer, il n'y a personne, il n'y a aucun témoin. Ouais. Là, j'ai besoin, comment je me protège, parce que là, tu as l'autre personne qui est déjà en train de t'ostiner que c'est de ta faute, mais... Oui, en fait... peux-tu l'utiliser à ce moment-là? Oui, tu pourrais. Puis à la fin, c'est vraiment... si tu as une assurance collective, ton employeur en assurance collective, c'est un programme un peu comme l'assurance santé, là, un peu comme Dialogue, TELUS Health ou whatever. Dans le fond, fait que tu as un programme d'assurance légale. Fait que là, dans le fond, tu es capable de te connecter à la plateforme, tu es capable de poser des questions, tu es capable de parler avec un avocat si tu veux. Tu peux faire ton testament. Donc, il y a plusieurs actions que tu peux porter par toi-même. Puis c'est dans ton téléphone. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est comme une application finalement. Fait que tu es capable, tu voudrais t'acheter une télé, puis là, la personne te parle d'une garantie prolongée, puis là, tu dis, ben écoute, moi, je la veux-tu, la garantie prolongée, ou je la veux pas, dans le fond. Fait que tu es capable d'avoir accès à de l'information crédible, puis tu es capable aussi de faire des actions juridiques si jamais tu veux le faire. C'est-tu conversationnel ou c'est genre... Tu as un aspect conversationnel. Okay. Ouais. Tu as plusieurs volets, mais tu as un aspect conversationnel aussi. Fait que l'avocat dans la poche, c'est-tu une entreprise qui va le prendre qui va l'offrir, l'inclure dans son assurance collective à tous ses employés, ou c'est peut-être un individu normal qui va juste l'acquérir? Pour l'instant, ce n'est pas disponible en direct aux individus. Fait que c'est vraiment soit des employeurs pourraient le prendre pour leurs employés, soit, mettons, tu as une assurance collective, puis ils peuvent, dans leur assurance collective, ça fait partie d'un des produits qu'ils proposent. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant, dans le fond, la façon de faire. Mais ça ne serait pas exclu que, mettons, exemple, toi, tu t'en vas sur le site web, tu payes un abonnement, mettons, puis tu as l'avocat dans la poche avec ton abonnement, comme tu as payé Netflix. T'sais. Fait que ça, tu pourrais aussi avoir power ça. User. Je suis en train de faire un power user. Ouais, c'est ça. Individu sur poser des questions tout le temps. Là. Ouais, c'est ça. Là, genre, j'ai croisé quelqu'un, il avait l'air louche, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais... Mon ex, elle veut prendre mon chat. Mais tu sais, parce qu'on pense que, tu sais, dans le fond, les gens vont avoir besoin d'un avocat une fois dans leur vie, tu sais, dans le fond, souvent. Parce qu'on pense, tu sais, moi, j'ai pas tué personne, tu sais, je suis pas un criminel, tu sais, dans le fond. Fait qu'on pense à l'avocat souvent de cette manière-là. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un avocat assez régulièrement, dans le fond, dans plein de choses, que tu sois en affaires ou que tu sois un individu. Tu sais, tu vas acheter ton air climatisé 20 000 mettons, parce que tu as remplace, puis tu ne feras même pas réviser le contrat, tu sais. Mais tu vas l'avoir payé 20 000, tu vas le faire financer par une compagnie de financement, tu n'auras pas lu le contrat de financement non plus. Fait que je peux prendre le contrat puis... Drag and drop, puis là, tu sais, mettons, tu pourrais avoir des solutions par rapport à ça, puis tu pourrais même parler avec un avocat, dire hey, si
Devrais-tu signer ce contrat-là ou non? Devrais-tu poser des questions sur des clauses, mais à tout le moins le comprendre? Parce que, tu sais, si tu signes quelque chose que tu ne comprends pas, puis c'est normal, là, des fois, les contrats, c'est ça d'épais. Je l'ai compris. Je suis d'accord avec ça. À la fin, si tu es d'accord avec, tu le signes, puis tu es en connaissance de cause. Mais si tu ne l'as pas compris après ça, quand il se passe quelque chose, là, fait que c'est là où je pense que c'est important d'avoir un accès à ça. Puis c'est là où l'intelligence artificielle va faire une grande différence. Puis il va concentrer. Moi, tu sais, je pense pas que l'être humain va arrêter de travailler. Dans le fond, je pense qu'il va y avoir un shift dans le domaine de l'emploi. Mais je pense aussi que les avocats vont se surspécialiser dans quelque chose qui va faire en sorte de mieux accompagner les clients, puis que tout le reste de la poutine va être éclairé, mettons, par une intelligence artificielle quelle qu'elle soit. Puis par après, l'avocat, l'être humain en arrière va être impliqué dans quelque chose aussi, mais de quelque chose qui va être autre, dans le fond. Tu sais, on dirait comme, c'est drôle, parce que vois-tu, genre, que dans un avenir qui est peut-être aujourd'hui, dans un scénario où est-ce que quelque chose arrive, puis, OK, il faut que je parle à mon avocat, puis juste aller chercher cette application-là, puis rentrer le cas, puis là, je vais voir c'est quoi mes droits de protection. C'est déjà le cas. T'sais, en fait, nous, on a déjà la technologie pour être capable de faire ça. Fait que, tu sais, ça, puis en droit québécois. Okay. C'est pas en droit international, là, dans le fond. Fait que pour des questions simples, qui est le quotidien de tout le monde, là, pour la plupart, là, ça réglerait, mettons, 80% des cas. La technologie est déjà là. Wow. Fait que, tu sais, puis ça, tu sais, on l'a depuis un trimestre, là, mettons. Mais pour l'instant, je ne veux pas dire que c'est pas public dans le sens où c'est pas... les gens ne l'utilisent pas nécessairement parce que, tu sais, on veut être sûr de certaines choses, paramétrer plein de trucs, mais c'est déjà possible. Tu peux essayer, genre... Ben, nous, nos avocats l'utilisent en interne. Okay, fait qu'on peut déjà l'utiliser, on peut déjà faire des choses, des avancées. Fait que moi, quand je regarde, mettons, tout ce qui se passe en ce moment, moi, je le vois vraiment, c'est comme si tu avais un gros plancher puis tu as un fleuve en dessous qui passe. Puis on dit, ah non, il n'y a pas d'eau, je vois rien. Tout est beau. Là, dans le fond, c'est vraiment comme assez important ce qui se passe comme changement dans le milieu de travail. Si quelqu'un aujourd'hui, dans n'importe quelle industrie, n'utilise pas quotidiennement l'intelligence artificielle, il y a un enjeu grave, là, dans le fond, dans ce que tu fais dans ton quotidien. Moi, je pense que le travail va évoluer. Je pense que l'humain va continuer évidemment à travailler. Mais je pense que si tu ne te rehausses pas avec l'intelligence artificielle ou tu ne rehausses pas ta business avec l'intelligence artificielle, ça va être tough. Là. Ben, tu sais, j'ai écrit un texte dernièrement justement sur le fait que, tu sais, mettons, à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme qui vient dans nos vies, ben, il va y avoir des opportunités qui viennent derrière ça. Autant que ça va être un nouveau talent qui va se développer, autant que ça va être une nouvelle offre que tu vas pouvoir offrir. Tu sais, vraiment, dans moi, d'une perspective marketing, ce que je vois, ça vient définitivement aider sur l'ensemble de la création de contenu. Comment tu peux vraiment maximiser, tu sais, comme rétrécir le temps à créer du contenu, aller chercher des titres populaires, puis tu sais, toi, les rédiger, des trucs comme ça. Là, le moment Eureka, que j'appelle ça, que j'ai eu avec mon partenaire la semaine dernière, c'est qu'on était en train de tester Sora. Mm-hmm. Puis juste la mise en vidéo, puis je voyais comme, oh wow, comme, OK. C'est un game changer. Ouais, c'est un game changer. Puis, comme tu le dis, d'un point de vue marketing, moi, je vois juste comme une opportunité de peaufiner mes services que je vais pouvoir offrir en ayant peut-être en utilisant la plateforme dans laquelle je vais pouvoir avoir une valeur ajoutée pour mes clients avec une structure de contenu qui va être très intuitive et innovatrice d'une certaine façon. Ce que je considère aussi qui va être comme un avancement dans les médias. Je pense. Puis moi, encore plus loin, c'est comme les médias 3.0 que j'ai vu comme « Oh wow, ça va être puissant. » Puis je vois pas que ma job va en perdre, va juste en fait bénéficier. Puis je pense que, tu sais, vraiment, la zone à considérer derrière ça, c'est à quel point tu es assez créatif pour utiliser cet outil-là puis te faire grandir. Vraiment, c'est hyper important, puis c'est très bien ce que tu dis. En fait, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis ceux qui ont cette vision-là, je pense que c'est eux qui vont avoir du succès dans le futur. Puis que tu sois, tu sais, tu peux être employé à quelque part, tu peux être entrepreneur, tu peux être proche de ta retraite. Peu importe c'est où tu es. Je pense que si tu adoptes ça,
c'est compliqué, c'est pas si simple, c'est sûr que ça va être bénéfique. C'est sûr. Dans votre database, est-ce que ça vous arrive de faire genre un recensement de c'est quoi les cas les plus communs? Admettons B2C individuel. Ouais. C'est quoi que la plus grande demande de la plateforme? Vice caché. Les gens disent vice caché, dans le fond, là, mais ils peuvent avoir une craque dans leur mur, que ça va coûter 50 000, mais aussi les lumières ne marchaient pas, dans le fond, puis ça va coûter 500 $. Fait que le terme vice caché est de connaissance commun. Tout le monde se dit, j'ai acheté quelque chose, puis ça peut être sur une voiture, comme ça peut être sur une maison. Mais c'est de loin la demande la plus... Sur ton keyword là, qui revient le plus. Oui, vraiment. Puis de l'autre côté aussi, mettons, divorce, pénal, mettons, contester une contravention. C'est vraiment, je te dirais, les 3-4 grands sujets là, que les gens, que ça préoccupe. Mettons, sur la masse, sur le volume. OK. Du cas, pour revenir peut-être au vice caché, c'est qui fait la recherche? Ça va être le courtier ou ça va être l'acheteur de l'immobilier? C'est souvent la personne qui a acheté, dans le fond, puis que ce soit immobilier ou voiture. Dans le fond, c'est la personne qui est pris avec le problème, dans le fond, finalement. Fait que, ça c'est sûr que ça a un impact. Là. Mais les courtiers aident aussi beaucoup. Là, je pense que, évidemment, si tu viens d'acheter ta maison, ça fait 3 mois, la première personne que tu vas appeler, c'est ton courtier, là, évidemment, ou dans les premières personnes. Puis là, dans le fond, il aide. Là, dans le fond, nous autres aussi, on a un programme d'avocat dans la poche avec Royal Lepage, la protection royale, dans le fond. Fait que, bref, mais c'est vraiment une aide rendue là pour les gens. Et du côté business, y a-t-il un cas qui vient... c'est quoi l'incorporation? L'incorporation. C'est le début, oui, c'est ça, l'incorporation. C'est le début de ta business. Mais oui, c'est vraiment pour les entreprises, mais aussi je te dirais des contrats, là, de manière générale, contrat d'emploi, contrat de service, ce genre de choses-là. Les entreprises, pas quand tu commences, tu n'as rien comme en termes de documentation souvent. Mais c'est vraiment le début. Il y a beaucoup d'incorporation puis d'enregistrement, peu importe. Là, mais c'est vraiment ça la demande de monsieur, madame, tout le monde. C'est quoi, de nos points de vue similaires, c'est quoi genre la plus grande erreur que tu vois les entrepreneurs faire du côté légal? Ben, c'est de tout le temps le remettre à plus tard, dans le fond. Puis c'est normal dans un sens parce que, comme surtout quand tu commences ton entreprise ou même quand ton entreprise elle a... Les entrepreneurs, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais je ne suis pas très dans le détail. Dans le fond, pour moi, d'être très, même si je suis avocat de formation, c'est d'aller très, 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 très pointu dans le détail. Fait que souvent, les entrepreneurs vont remettre ça à plus tard. Ah non, mais je me sens entendu avec mes co-actionnaires, pas besoin de signer une convention, tout va bien, on est super content, on vient de lancer la business, tout va bien. Puis là, souvent, il y a des sujets que tu ne veux pas adresser. C'est un peu comme avec ta femme, des affaires que tu n'as pas envie d'adresser. Tu ne veux pas adresser ton divorce quand tu viens de te marier. Fait que, c'est quand même tough de parler de ce genre de sujet-là, mais c'est surtout ça les erreurs. Là, dans le fond, c'est de mal lire des choses, de ne pas demander conseil. Mais à la fin, c'est un peu naturel aussi, là, parce que tu avances, tu as ta business, tu as tes choses à faire. Puis tout, là, fait. Où est-ce que tu vois Néolégal dans 10 ans? Partout dans le monde. Nice. Partout dans le monde. Je veux vraiment que, moi, quand j'ai commencé Néolégal, je me suis dit, j'aimerais ça, aller dans une place là, par rapport, là, mettons, Dublin. Puis d'arriver, puis je sais pas, il y a une pub de Néolégal, puis là, tout le monde dit, puis là, mes enfants font, hey, papa, c'est pas ta business, ça me semble, Néolégal, qu'est-ce que ça fait ici, Mais c'est vraiment comme pousser la vision au maximum de ce que je me suis imaginé comme étant quelque chose qui avait une valeur, puis je veux la pousser au maximum. Fait que ça veut pas dire que c'est moi qui va l'amener jusque-là. Okay? Par contre, j'aimerais bien ça que je pousse la roue suffisamment fort aujourd'hui, puis que dans 5, 10, 15 ans, à un moment donné, je suis à quelque part dans le monde, puis ça fait comme Néolégal est là. Néolégal. Puis c'est un mot aussi, c'est le terme, genre, il passe très bien. Là. Je pense que oui. Puis, au début, on avait passé à juste légal. Je trouvais que c'était drôle au début, mais just legal, dans le fond. Mais bon, bref, ça l'a tombé sur Néolégal. Mais c'est ça. C'est neutre, mais ça dit... Ça dit ce que ça a. C'est déjà en quelle direction tu t'en vas avec ça. Exact. Intéressant. Est-ce que tu prévois exit? Genre un certain niveau où est-ce que tu as l'avancement? Écoute, moi, je ne suis pas un entrepreneur en série. Okay? J'ai pas de... Je me lancerai pas une autre affaire. Je n'ai pas d'intention de me dire, OK, oui, genre, je bâtis Néolégal, je le vends à quelqu'un, puis je vais me partir un autre bébel. Fait que,
je suis toujours ouvert aux opportunités. Si une entreprise dit, regarde, on va t'acquérir à tel montant, dans le fond, à la fin, à un moment donné, il y a des choses qui se refusent peut-être pas. Mais d'un côté, moi, j'ai toujours voulu pousser Néolégal, que ce soit une entreprise, comme je t'ai dit, aller partout dans le monde. Fait que j'ai pas ça dans le viseur, en fait, tant que ça. Et quand tu as lancé Néolégal, aurais-tu fait quelque chose de différent avec l'expérience puis vraiment la trajectoire que tu as accomplie depuis les 8 dernières années? Ou tu te dis que ça, c'est exactement la façon que ça fallait que ça soit? Moi, j'ai pas de regrets, pas de remords. Là, dans le fond, c'est un peu pas de mes mantras, mais comme donc. Mais à la fin de la journée, c'est sûr que tu fais tout le temps, tu aurais voulu faire des choses un peu différemment, mais je pense que la façon dont on l'a amené, l'expertise qu'on est allé chercher, la façon dont on l'a bâti. Moi, j'avais dans l'idée, mettons, de bâtir Néolégal, ça allait prendre 2 ans, puis zéro stress, là, on allait faire des dizaines de millions de chiffres d'affaires. C'est un peu dans. Là, on parlait de naïveté tantôt. Mais dans le fond, la réalité, c'est que quand tu bâtis une entreprise from scratch, en bas de 10 ans, c'est assez rare, là, mettons. Tu peux bâtir quelque chose si tu as beaucoup de capitaux, mais bâtir, une infrastructure, là, puis ça a plusieurs significations, le terme infrastructure, mais pour bâtir quelque chose qui est périn, qui s'en va dans la bonne direction, qui a une forte croissance, parce que quand tu as une forte croissance, tu doubles ton chiffre d'affaires chaque année, l'avion à shake, là, tu perds des morceaux, là, dans le fond, fait que c'est pas évident. Puis de faire en sorte de passer cette zone de turbulence-là, puis de continuer à vouloir doubler ton chiffre d'affaires à chaque année, puis tout ça, puis de pousser cette direction-là. Fait que, mais faire les choses différemment, en fait, moi, la seule chose que je m'étais dit, c'est que ça allait prendre beaucoup moins de temps, dans le fond. Mais à part ça, tu sais. C'est comme une menterie qu'on se dit tous. mais c'est un peu naïf au début, puis comme je vous disais tantôt, il faut être naïf, mais même encore aujourd'hui, ça me surprend qu'après 8 ans, on soit juste là. T'sais. Mais on est aussi vraiment très loin. Donc, mais quand toi, tu te regardes, là, c'est assez difficile d'être objectif. Ouais, tu vois pas le temps passer. Là, puis ben non, oublie ça. C'est Daily Day, c'est... On est Noël tantôt, là, dans le fond. Puis après ça, l'été va arriver, puis comme on va revenir. Puis là, 9 ans plus tard, il n'y a pas de... C'est ça, bref, ça va extrêmement vite. Quand tu multiplies le temps, ben, tu le multiplies dans tout. Il n'y a pas de... Fait que tu clignes des yeux, ça fait 8 ans. Moi, je pensais qu'après 5, ça allait faire ça. Puis tu te mets des milestones un peu qui sont préconçus. Mais c'est sûr que j'aurais préféré qu'on soit beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. OK. J'ai 2 autres questions, comme je te dis, je peux te bombarder, genre sans arrêt. c'est trop intéressant. OK, fait que là, c'est à 8. C'est quoi ton milestone à 10 ans? C'est quoi que tu vois? C'est à côté, là. Ben, c'est la question un peu que ce que je te disais. Mon milestone à 10 ans, c'est est-ce que je vais être encore la bonne personne pour les 10 prochaines. OK. Puis moi, j'ai dit, dans le fond, à plein de personnes, dans le fond, j'ai le premier 5 ans, puis je me suis donné un autre 5 ans après, qui va arriver dans 2 ans. Puis je vais voir là, je vais me le poser avant, là, dans le fond, je le regarde tout le temps d'avance, mais je veux savoir si je vais être la bonne personne pour pousser l'organisation pour le prochain 10 ans, puis ça va dépendre un peu de où on est rendu à ce moment-là précis. Mais c'est pas mal ça de... Est-ce que je vais avoir le désir de vouloir occuper le rôle de CEO dans une organisation que ça soit? Puis c'est un peu le même choix que j'ai fait quand j'ai commencé dans ma carrière. Je ne vais pas aller occuper le rôle de CEO dans une autre organisation en disant je quitte Néolégal pour aller ailleurs comme CEO. Ça ne sera pas ça mon choix, ça va être comme une impossibilité. Mais est-ce que je vais vouloir changer mon rôle parce que ça va être rendu là, moi personnellement, je vais être rendu là. Puis je vais juger que l'entreprise a besoin de quelqu'un d'autre pour faire le prochain 10 ans. C'est possible, je ne sais pas. Peut-être que la réponse, ça va être c'est moi, peut-être que non. J'ai une dernière question, 2 questions en une, 2 pour 1. C'est quoi ta définition de succès pour Philippe, mais pour Néolégal aussi? Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, le succès pour moi, dans le fond, c'est de chaque jour apprendre puis faire en sorte de faire la différence dans mon quotidien. Fait que ça, c'est un niveau de succès. Puis personnellement, c'est sûr aussi l'aspect financier. Je vais avoir une qualité de vie, puis je vais avoir des choses. Je ne m'attends pas à m'acheter une Ferrari ou avoir les biens matériels, pour moi, ça n'a aucune importance. Je peux tout vendre ce que j'ai, c'est pas important. Par contre, je veux avoir un certain niveau d'aisance, mettons, là-dedans, bien évoluer, puis pas être limité. Puis de l'autre côté, pour Néolégal, le niveau de succès, c'est la croissance du chiffre d'affaires, du top line. Moi, quand
il n'y a pas de croissance du top line, il n'y a pas de succès. Fait que, tu sais, ça... Parce que quand les ventes vont bien, ben, tu es capable de faire la différence pour tes clients, pour les personnes qui t'accompagnent, tes partenaires, puis tout ça. Tout le monde est content. Quand ton chiffre d'affaires stagne ou baisse, il n'y a plus personne de content. Ça ne marche plus. T'sais, fait que c'est hyper important en termes de niveau de succès. Yeah, Philippe, comme je te dis, j'ai tellement d'autres questions que je voudrais, mais c'est un bon début. Je pense que j'aimerais savoir une suite à ça. Mais entre autres, merci pour ton temps. Merci pour... super intéressant. Puis je trouvais que c'était très important de pouvoir avoir cette discussion-là, découvrir cette plateforme-là, parce que j'étais curieux. Même moi, je me vois genre me tourner vers la plateforme puis l'utiliser dans un avenir comme... je peux juste imaginer le power user. Lawyer in your pocket. Ah ouais, donne-moi des conseils. Là. Tu finis par donner genre... juste une idée comme ça de contenu. Utiliser, soit genre... Tu utilises avocat sur la poche, pose des questions, puis tu fais une vidéo de contenu. Ouais. Ça, je pense que ça serait juste... Tu as un avocat en dessous qui te l'explique. Là, ouais. Ah, puis là, regarde, l'avocat en dessous, tu l'as programmé sur Sora. Exact, sur Sora. Dans le fond, moi, je me programme sur Sora, je m'en vais chercher, poser des questions. Voilà un nouveau compte Instagram, TikTok que tu peux lancer qui va avoir du succès. Puis c'est juste des genres de contenu là, que je vois que ça pourrait juste fonctionner tellement bien. Mais sinon, regarde, merci beaucoup. Merci encore pour ton temps. Ça fut un gros plaisir de découvrir la plateforme, donc Néo-Légal. Guys, aurais-tu un dernier message à partager? Sinon, on peut aller. Be safe. Be safe, guys. Et soyez légal. Merci beaucoup. Et aussi podcast, guys. Let's go.